Tu me rejoins à la toute fin du débat après. Oui, absolument. Et nous sommes repartis. Vous avez encore un peu d'énergie? Parce que moi, à chaque fois que je prends du Kunyaman, j'ai un petit quart d'heure de mou derrière. Je pense que c'est le temps de Faut digérer la un digestion peu. quand même. Hein. Ouais. Mais encore une fois, face à la mer, avec cette météo exceptionnelle qu'on a, c'est vraiment très très agréable. Terminez vite de vous installer parce qu'on a encore pas mal de choses à se dire et notamment prolonger cette matinée qui a commencé autour de l'IA et que nous allons désormais appliquer à vos professions. Voilà, justement, un grand débat sur l'intelligence artificielle, sur l'hypertechnologie tout à l'heure avec nos hommes et du ciel et de l'espace. Ouais. Et on a voulu un débat sur l'IA qui soit un débat concret, parce que vous voyez fleurir partout des débats sur l'IA. On reçoit des mails, on est invité un peu partout à écouter des gens brillants sur le sujet. Nous, on a voulu être concret, c'est pour ça qu'on parle de l'IA avec l'impact sur nos métiers d'assurance, sur vos métiers. C'est le choix du plateau que nous avons fait en cette fin de matinée. Je dirais même du très beau plateau. Ils sont derrière, donc ils nous entendent peut-être pas. On va pas trop les flatter. Et en tous les cas, on va les accueillir tout de suite. On se retrouvera dans quelques instants. On est parti pour ce débat sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle appliquée à l'assurance, avec Régis Dos Santos, président de la Fédération de la Banque CFE-CGC. Benoît Serre, vice-président de la MDRH. Olivier Ruttard, président de la commission sociale de la FFA. Et Jamel Swami, vice-président du CTIP. Effectivement, je pense que vous pouvez les saluer tous. Et nous vous remercions par avance du temps que vous avez pris sur vos agendas pour venir ici. Norbert Girard de l'OMA nous fait le plaisir et l'amitié d'être à nouveau présent pour nous donner les grandes lignes de cela. Et Francky Vincent, qui ne doit pas être très loin, il est là, toujours très accaparé dans ses nouvelles fonctions de président et très sollicité. Francky, je te laisse t'installer puisque c'est toi qui auras tout à l'heure la lourde tâche de nous offrir une synthèse de ce débat après une écoute très attentive. Alors c'est très important, je pense, ce qu'on a dit Joël. C'est vrai que l'intelligence artificielle, cette révolution digitale, on en parle sans cesse. On sent que la révolution, elle est là, qu'elle est profonde, qu'elle est rapide. Et en même temps, alors, pour animer pas mal de débats là-dessus, je voudrais reprendre la phrase d'Einstein. Je crois qu'elle est de lui. Plus j'apprends, plus je me rends compte que finalement, je ne sais pas grand-chose. La révolution est tellement profonde, elle va tellement vite que qui réellement peut nous dire dans 2 ans, 3 ans, où on en sera, où est la vérité? Et puis surtout, je vais reprendre juste une analogie qui vient du passé. Je crois que l'iPhone a 11 ans, enfin a 11 ans de 2007. Si on nous avait dit quand ce smartphone est sorti, à quel point il allait devenir indispensable et changer nos vies, on l'aurait entendu, mais je pense qu'on ne l'aurait pas compris. Donc on a beau imaginer des destinations, se projeter dedans, c'est pas toujours simple. Alors on ne va pas apporter des réponses absolues aujourd'hui, mais on va réfléchir, ouvrir des champs de discussion. Et puis j'espère que vous en aurez ensuite pour être mieux à même d'appréhender cette révolution et à travers vos métiers arriver à vous positionner. Norbert, c'est à toi. Oui, merci. Donc Norbert III, le double retour. Et c'est toujours avec plaisir. Oui, alors déjà une petite remarque parce que je n'avais pas fait attention à la préparatoire parce qu'on était un petit peu dispersés géographiquement les uns les autres. Mais finalement, il n'y a que des hommes sur la salle pour parler d'intelligence artificielle. Donc là, j'ai au moins 60,3% de la salle avec moi. C'est la statistique officielle de la branche, on l'a publiée mardi. Mais peut-être parce que c'est de l'intelligence artificielle, et donc voilà. Alors là, tu mets quand même le niveau très haut, s'il faut qu'on tienne 40 minutes là-dessus. C'est ça le populisme, hein, c'est monter des extrêmes. Non, plus sérieusement, et pour revenir quand même dans le cœur de notre sujet, un autre point qui est apparu à tout le monde aussi lorsqu'on en discutait, c'est que l'intelligence artificielle, enfin, c'est pas un sujet qui vole au-dessus des eaux, détaché du reste. C'est forcément un sujet qui est beaucoup plus large et qui inclut d'autres dimensions qui sont aussi bien des dimensions sociétales, j'en ai parlé hier, hein, avant d'être une révolution digitale, c'est d'abord une révolution sociétale, qui est réglementaire, digitale, technologique, sociétale, démographique, bref, elle embrasse beaucoup de domaines différents, et c'est précisément cette imbrication entre ces différentes dimensions qui fait le sujet.
Alors peut-être que, oui, tu as cité Albert Einstein, moi aussi j'ai une autre citation que j'aime bien d'Albert, qui est « L'intelligence se nourrit de questions et non pas de réponses ». Et c'est le rôle un peu d'un observatoire, poser les questions et puis laisser aux acteurs qui sont dans la vraie vie le soin d'y répondre. Moi, parmi les questions, une première peut-être à se poser, c'est quelle est l'articulation entre l'homme et la machine. Alors c'est à la fois un choix politique, mais c'est vrai que la question que je posais tout à l'heure à Jack Crean était loin d'être innocente quand je lui demandais si finalement comment ça se pilote un avion de chasse. Ça se pilote avec les fesses. Alors c'est peut-être un peu trivial dans la manière de le dire, mais ça veut dire que c'est pas l'intelligence artificielle embarquée, c'est pas la technologie, c'est qu'à un moment donné on ressent les choses, et ça c'est spécifiquement humain. Et cette dimension humaine, et il le disait, hein, un transistor électronique, ça n'a pas d'émotion, et c'est peut-être justement ce qui fait la différence. Et plutôt que de se situer dans une opposition entre l'homme et la machine, il y a peut-être plutôt une complémentarité à rechercher. Dans les autres sujets, là aussi, j'en ai parlé hier, au-delà des compétences, quid des capacités, des postures, de la manière dont on se positionne par rapport à un sujet pour atteindre l'objectif. L'objectif étant la satisfaction du client, interne ou externe. Et ça, c'est pas uniquement la mise en œuvre d'un process ou le respect d'une procédure qui va permettre d'y atteindre. Dernier point, peut-être aussi, où se situe véritablement la valeur ajoutée. On n'arrête pas de parler, de dire que la machine finalement va se substituer à l'homme sur des tâches à faible valeur ajoutée. L'intelligence artificielle, sa capacité, c'est de traiter du volume et de la complexité dans des temps qui sont plus efficaces que l'humain. Mais justement, si la finalité, c'est plutôt de l'intelligence émotionnelle, comment est-ce qu'on articule les choses les unes par rapport aux autres? Alors, voilà peut-être quelques idées pour lancer le débat. Alors Jamel, j'aimerais qu'on commence avec toi, puisque quand on s'est rencontrés, on est tous allés dans un même sens, qui était que la révolution était là, et pour essayer de la comprendre, alors tu nous as ramenés très loin dans le temps, 1800 je crois, et tu as un parallèle qui nous permet, à travers ce retour dans le passé, de comprendre ce qui est en train de se jouer chez nous, aujourd'hui en 2018. Alors je vais aller un petit peu moins loin que la dernière fois, je vais donner ma définition de l'intelligence artificielle. Donc on parle de logiciels, on est dans le monde de l'informatique, qui exécute des tâches que l'homme aujourd'hui sait mieux faire, qui nécessitent un haut niveau de technicité et qui s'appuie sur 3 principes, celui de la capacité de déduction et de raisonnement, de l'accès à la mémoire et une capacité d'apprentissage. C'est à peu près ça ma définition de l'IA. Alors évidemment c'est tout nouveau, hein. Pour ceux qui se rappellent les systèmes experts d'il y a 20 ans, on était à peu près sur les mêmes principes. On peut se rappeler également que IBM avait organisé un match d'échecs contre Kasparov. C'est il y a 2 ans. Non, c'était en 97, donc c'était il y a 21 ans. Donc on était déjà dans la machine contre l'homme, hein, c'est pas nouveau. Alors on monte en gradation, hein. Il y a 2 ans, 2016, c'est au jeu de Go. Et là, c'est le nouveau champion du monde, Google, de la technologie qui vient battre Lee Sedol, qui est le grand champion à ce moment-là. Et ils vont encore plus loin, c'est-à-dire qu'ils ont créé un nouveau jeu qui a battu celui qui a battu Sedol et qui l'a battu à 100-0. Donc, et qui a appris le jeu de Go en 5 jours. Donc, ils développent cette capacité d'apprentissage, ça va relativement vite. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Pourquoi on en parle beaucoup? C'est que les capacités de calcul se sont très rapidement développées aujourd'hui. Les logiciels, du fait de la recherche, sont également, ont fait de grands progrès. Les données disponibles, il y a 20 ans, il y en avait un petit peu, il y en avait. Aujourd'hui, il y a une profusion de données complètement disponibles dans le cadre de Big Data. Et dernière chose, il y a des investissements massifs qui vont vers ces technologies-là. Donc on a affaire à une espèce d'accélération d'un mouvement dont je rappelle qu'aujourd'hui, l'homme sait encore le faire mieux que tous ces dispositifs. Benoît Serre, qu'est-ce que ça change, cette arrivée de l'intelligence artificielle? C'est déjà en train de changer des choses. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Moi, je suis toujours frappé par la vitesse d'accélération des évolutions. En fait. Effectivement, qui imagine sa vie sans appli aujourd'hui? Personne. Le truc date d'il y a 11 ans. Quand vous regardez un peu historiquement les choses, vous vous rendez compte qu'il y a eu 3 phases. Première phase avec la dématérialisation du loisir. Donc c'est Dailymotion, YouTube, etc. Après, vous avez une deuxième phase qui est l'appli, qui est venue désintermédier la relation client, notamment, etc. C'est les affaires
notamment des guichets dans les gares, enfin tout ce que vous connaissez, et puis le fait de rendre l'individu de plus en plus autonome par rapport à son besoin de service. C'est ça. Et puis vous avez ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire l'IA. Et comme l'appli a mis 11 ans à envahir le monde, je crains que l'IA mette 5 ans à envahir le monde. Donc ça, c'est une donnée. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant que tout d'un coup, la dimension humaine disparaît? Non seulement je ne le pense pas, mais je pense même l'inverse. C'est-à-dire que je suis absolument convaincu que, et ça va devenir compliqué, qu'on a plus que jamais besoin d'un rapport humain dès lors qu'on est entouré par tout un système qui vous crée des rapports artificiels, comme le nom l'indique. Froid. Alors, mais ça a un impact assez fort, alors dans l'assurance comme dans d'autres activités, c'est que ça change radicalement le métier des gens. Et le vrai choc, il est là. C'est-à-dire que, en résumé, pendant longtemps, on va prendre un exemple, le vendeur a été le sachant. Là, aujourd'hui, le client, il en sait presque plus que le vendeur. Donc ça met le vendeur dans une situation difficile. Donc il y a un enjeu de transformation des métiers, vous avez évoqué intelligence émotionnelle, etc., comportement, posture. Donc ça, c'est sans doute la partie la plus compliquée à faire comprendre. Parce que si on n'arrive pas à faire évoluer le métier, à rassurer les gens sur le fait qu'ils conservent une utilité extrêmement forte dans le système, mais que cette utilité est différente, alors effectivement, ils se feront embarquer par l'IA. Le dernier point, c'est que j'ai toujours trouvé que depuis des années, on avait une approche extrêmement élitiste de cette question de la transformation digitale, en partant du principe que ça allait profiter à tout le monde, que ça allait être formidable. Mais c'est pas vrai. Vous avez quand même 40, 50, 60% des gens qui juste sont en train de se dire « ce truc est en train de me piquer mon job ». Donc il y a une espèce d'approche en disant « vous allez voir, demain ça va rester gratis, ça va être formidable ». Pas du tout, vous avez des gens qui sont... Donc vous avez un sujet quand même de négation quelquefois des impacts que ça a sur l'être humain, sur le fonctionnement des entreprises, sur le management, etc., etc. On voit de plus en plus de gens qui se font en management à distance. On sent bien que c'est en train de percuter, comme le dit Norbert. L'IA, c'est jamais qu'un moyen, c'est pas En revanche, c'est en train de percuter le fonctionnement général qu'on connaît depuis le milieu du 19e siècle, des organisations. Et puis, le dernier point par rapport à ça, c'est que le sujet, c'est notamment en France, où on a une espèce de culture de l'éducation très fondée sur le scientifique. Et vous savez, vous connaissez la règle, hein. Vous faites un bac S, vous pouvez faire toutes les écoles que vous voulez. Vous faites un bac ES, vous faites que les écoles de commerce. Donc déjà, et l'autre jour, j'intervenais dans une grande école scientifique, très grande, l'école polytechnique, et je parlais avec des polytechniciens. Donc c'est des gens, on se comprend pas toujours, mais c'était et je leur disais que j'avais une mauvaise nouvelle pour eux, en fait. Je leur disais, j'ai intervenu sur les hard skills et les soft skills. Je leur disais, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. C'est-à-dire que votre reconnaissance culturelle, historique, etc., fondée sur les hard skills, va devenir assez inutile assez rapidement, en fait. Parce qu'il y a des machines qui vont gérer les hard skills, mais 10 fois mieux que vous n'y arriverez jamais, même le major de promotion. En revanche, si vous, les écoles scientifiques de haut niveau ou pas de haut niveau, vous ne faites pas attention à votre comportement, à vos soft skills, à votre manière d'être, etc., alors, en fait, vous ne servez à rien. Et c'est le dernier point de cette transformation qui est très douloureuse quelquefois. C'est que pour la première fois, sans doute, on va dire à des gens, et on dit à des gens dans des organisations, vous faites très bien votre boulot, vraiment, vraiment vous êtes super, sauf que faire votre boulot ne sert plus à rien. Et donc c'est une transformation différente, parce qu'avant, quand les gens changeaient de métier, c'est parce qu'on les engageait à le faire mieux. Mais là, on les remplace. Donc tout ça pour dire que l'IA dans l'assurance, c'est une réalité, il ne s'agit pas de se planquer. Vous savez, il y a 150 milliards d'objets connectés dans le monde. Il y en avait 50 milliards il y a 4 ans. 150 milliards d'objets connectés dans le monde. Ça veut dire que la vie des gens tourne autour de ça. C'est le fameux machin Google qui vous prend votre rendez-vous chez le dentiste. Enfin, bon. Enfin, moi, je l'ai bloqué, le rendez-vous dentiste. J'ai empêché. Mais donc ça, c'est une situation particulière. Et puis la nouvelle génération arrive. Et j'en aurais fini par là. On va avoir une augmentation, une accélération, non pas du conflit intergénérationnel de l'entreprise, mais de la difficulté à faire vivre des générations dans une entreprise, une organisation, parce que les générations qui arrivent, elles vivent là-dedans, elles sont nées là-dedans. Donc à la limite, elles ne comprennent même pas pourquoi on s'en méfie. Exactement, et pourquoi on fait des débats autour de ça, parce que c'est leur quotidien. Ils sont beaucoup plus mobiles sur un plan comportemental, sur un plan d'attention, sur un plan de tolérance, mais parce qu'ils savent qu'il y a tout un tas de trucs qui est géré par l'informatique.
Donc c'est vraiment une situation très particulière que je trouve intéressante et qui est rarissime dans l'histoire du monde. Ça doit être la 3e ou 4e fois que vous avez une révolution qui vient vous percuter l'intégralité de l'organisation théorique de la société, telle qu'elle est depuis à peu près 150 ans. Donc c'est une période intéressante, un peu flippante, mais intéressante. Régis Dos Santos sur cette révolution digitale. Alors moi d'abord, bonjour à toutes et à tous. Moi je viens du monde de la banque, donc on est cousins. Je ne vais pas parler, donc je ne me permettrai pas de parler de l'assurance en direct. Mais ce que je veux dire, c'est d'abord, on ne peut pas être les Don Quichotte de l'Internet ou de l'intelligence artificielle. Ça ne sert à rien de se battre contre. C'est un mouvement qui est engagé et il va aller au bout. La vraie bataille qu'on a à mener, c'est celle de l'accompagnement. Parce que dans tout ce que j'entends là, tout ce que mes illustres confrères viennent de dire, c'est en réalité quel choix politique va être fait derrière. Et nous, dans la banque, la vraie question est celle-là. C'est-à-dire que est-ce que ça va être de l'intelligence artificielle qui va se substituer et qui donc va permettre d'alléger les effectifs beaucoup plus vite, ou est-ce que ça va être une intelligence augmentée qui va venir en complément du travail fait par le conseiller de clientèle? Je suis parfaitement d'accord avec ce que tu disais à propos du conseiller. Le conseiller de clientèle généraliste dans la banque, c'est celui qui avait la connaissance. Le client venait, il avait un projet, mais il savait strictement rien. Aujourd'hui, on est dans la situation exactement inverse. Le client vient et il en sait, dans la plupart des cas, plus que ce conseiller généraliste. Donc le véritable enjeu de demain, c'est de former nos collègues à d'abord utiliser l'intelligence artificielle pour analyser beaucoup plus vite la situation du client, mais surtout à lui donner la formation pour devenir un expert qui apportera une plus-value que n'apporte pas l'intelligence artificielle. C'est pour ça que nous, on parle dans nos échanges davantage d'intelligence augmentée, c'est-à-dire une collaboration entre l'intelligence artificielle, l'intelligence humaine, l'intelligence collective, parce que c'est là que se situe le véritable enjeu, c'est comment les entreprises vont l'utiliser. On parlait de Watson. Watson est en fonction au Crédit Mutuel, vous savez bien, et puis chez Orange Bank. Et on ne sait pas trop encore quel est l'impact, mais on estime que ça va être entre 15 et 20-25% d'économie de temps fait par le conseiller de clientèle. La vraie question, c'est on va faire quoi de ces 20% économisés? Nous, on plaide pour que ces 20% soient, pour une bonne partie, consacrés à une meilleure qualité de la relation avec le client, en allant plus loin dans le conseil, dans l'accompagnement. Ce que l'on craint, et ce contre quoi on va se battre, c'est le raisonnement purement comptable de l'entreprise qui va dire on économise 20% sur le temps des conseillers de clientèle, je peux en foutre 20% dehors, les 80% qui restent continueront à faire le travail. Plusieurs points importants pour rebondir sur ce que vous dites. Alors, Watson, il faut juste préciser, c'est une solution proposé par IBM, qui a une puissance de calcul énorme et qui permet de... je sais que tu as quelques chiffres qui sont extrêmement probants, on peut faire une parenthèse là-dessus pour mettre tout le monde à niveau, Norbert. La capacité de Watson à accompagner notamment le domaine médical et à faire des progrès. Tu as un micro qui est juste... ouais. Oui, j'ai eu la chance, il y a 1 an et demi, d'avoir Jean-Philippe Desbiol, qui est le responsable du programme Watson pour IBM en Europe. Sur le secteur des assurances. Et dans la préparatoire, il m'expliquait un peu l'historique de ce projet Watson. Et alors qui fait effectivement, alors c'est toute une construction depuis Blue Deep et ses différents avatars successifs. Il me disait ils sont partis finalement d'un constat qui était celui que sur une certaine forme de cancer de la peau, le taux d'erreur dans le diagnostic posé par les médecins était de l'ordre de 3,5%. Donc déjà, ils ont voulu s'attaquer à quelque chose où on avait un niveau de fiabilité qui était à 96,5%. Donc ils ont développé, avec les logiciels de reconnaissance visuelle, etc., couplés à du big data et d'autres technologies, ils ont réussi à faire descendre, grâce à Watson, le taux d'erreur à 2,9%. Donc c'est un 6e ou un 7e récupéré, ce qui est déjà extraordinaire. Mais là où ça devient intéressant, c'est que en fait, les résultats de Watson, ensuite, lorsqu'on les redonne aux médecins qui avaient posé un premier diagnostic, dans ce cas-là, ce taux descend à 0,5%. C'est-à-dire qu'on divise par 7 le taux d'erreur par rapport au point de départ. Et là, si on est bien effectivement dans une logique de complémentarité ou de médecins augmentés, on améliore et on va vraiment dans le sens d'une finalité qui est positive. Un autre point aussi, c'est qu'on raisonne toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire que quand on se dit que ça va permettre d'économiser 15 ou 20%, oui, toutes choses égales par ailleurs.
Mais si je reste sur cette même logique-là, on va dire, bah mince, il n'y a plus de maréchaux ferrants. Bah oui, mais il y a des voitures, il y a des garagistes. Quand on regarde un peu l'évolution des effectifs dans le secteur de l'assurance, et on est bien placé pour le savoir, parce qu'on les consolide à hauteur de 97-98% depuis 1996, on se rend compte qu'on est sur une croissance des effectifs jusqu'en 2008, et que de 2008 à aujourd'hui, et on a sorti les derniers chiffres mardi dernier, hein, c'est vraiment du tout chaud, on est sur une stabilité parfaite des effectifs. C'est tantôt moins 0,2, tantôt plus 0,3, mais enfin voilà, ça se tient. Donc quand c'est le chiffre après les virgules qui bougent, hein, c'est qu'on est stable. En revanche, quand on va dans le détail et qu'on regarde plus spécifiquement les métiers de la relation client, les métiers commerciaux, de souscription, production, indemnisation, on se rend compte que sur ces métiers-là, qui sont cœur de métier, on a une augmentation des effectifs de l'ordre de 4,5%. Pourquoi ? Alors que ce sont ceux qui ont été le plus touchés par l'industrialisation. On ne parlait pas de révolution digitale, mais de révolution industrielle. C'est 1958 le premier ordinateur dans une société d'assurance. Donc il faut remettre les choses en perspective. Quand on regarde l'évolution donc, de l'activité, pendant cette période-là, on a mis en place des plateformes de gestion, mais on a ouvert également à des moyens de communication beaucoup plus larges. Et qu'ont fait nos assurés ? Ils les ont utilisés. Et comme on est passé progressivement d'une logique d'indemnisation pécuniaire à une logique de prestation en nature, plus une ouverture sur des moyens de communication complémentaires, ça veut dire qu'il y a un surcroît d'activité pour, effectivement, c'est Benoît qui disait, pour rassurer nos clients. Et notre métier, c'est pas juste d'être assureur, c'est aussi d'être rassureur. Et de les emmener sur des territoires qui sont beaucoup plus larges que d'envoyer un chèque simplement à celui qui n'a pas eu de chance. Monter en compétences, on l'a entendu, parce que le client désormais est au centre, que quand il arrive, il est à un niveau de connaissance qui était totalement inédit avant qu'il ait accès à Internet, etc., à beaucoup de choses. Du froid également avec ce digital, ça nous amène donc à ramener de l'humain, et là on est complètement sur votre terrain, Olivier. Le digital, il ne fonctionne pas s'il n'y a pas l'humain, et le rôle de tous ceux qui sont dans cette assemblée, ça va être de créer cette proximité que tu évoquais à l'instant. Oui, moi j'ai une citation que je me plais à répéter. « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de la nuit des temps. Et ça doit nous dire une espèce de jalon intermédiaire, c'est qu'est-ce qu'on veut avec l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on ne veut pas. Il va falloir qu'on se pose dans nos entreprises, dans la culture RH, qu'est-ce que l'on veut faire de cette intelligence artificielle. Il est hors débat de dire qu'on n'est pas percuté par ça. On est tous percutés par ça. Il est hors débat de dire qu'il ne faut pas qu'on s'en occupe. Il faut qu'on assure la transition. Donc on est tous d'accord là-dessus. La question, c'est bien de comment on mène nos salariés aujourd'hui, qui n'ont pas demandé ça, qu'ils subissent comme nous, vers d'autres compétences. Comment on les fait pivoter. Et la question du pivot, elle est essentielle. Et donc les perspectives, c'est il faut changer de métier, il faut évoluer, il faut se former, il faut bouger, parfois géographiquement. Le télétravail permet pas mal de choses, hein. Mais il va falloir qu'on change fondamentalement nos postures syndicales, nos postures patronales, parce que ça va changer des deux côtés, parce qu'il faut qu'on rassure. Je rappelle que notre sujet, c'est le discours de la confiance dans l'entreprise. Hein, si on met en inquiétude nos salariés, ça va être compliqué demain pour les mener d'un point A à un point B, c'est-à-dire la stratégie. Donc notre sujet à nous, c'est de voir comment on fait avec nos salariés pour les emmener dans un endroit qui leur permette de s'épanouir, de s'y retrouver, de se rassurer et d'apprendre. Et ça, c'est notre métier. C'est l'accompagnement, c'est la transformation et c'est surtout la mobilisation des gens. Si on perd ça, on perd l'entreprise, on perd son âme, on perd sa culture et on a besoin de tout le monde. Alors après, il y a ce fameux remplacement. À quel moment on le fait ? Et on a tous le discours commun dans tous les DRH. Aucun DRH vous dira on va détruire l'emploi. C'est pas possible. Enfin, éthiquement et politiquement, ça devient compliqué. Voilà. Maintenant, c'est à quel moment on met le curseur de l'intervention humaine. Est-ce qu'on le met après ? Est-ce qu'on le met un peu pendant ? Voilà. La question est le curseur, la question est l'importance, la question c'est la formation, la transformation. L'intelligence artificielle, oui, vous voulez réagir, non ? Oui, je voulais simplement rebondir sur la problématique de l'anticipation. Oui. Là, c'est ce qui nous fait un peu peur. C'est qu'aujourd'hui, alors je connais un peu moins le monde de l'assurance, vous allez bien m'en excuser, mais dans le monde de la banque, on est confronté à une situation économique qui est pas facile. La banque de détail ne gagne pas d'argent, les taux sont très bas, les commissions sont encadrées et autres. On a du mal à se développer parce que tout le monde est déjà multi-bancarisé et autres. Et dans le même temps où donc les revenus sont moindres, il faut faire des investissements technologiques énormes pour ne pas se faire bouffer demain par les GAFA.
Et donc la tendance actuellement, c'est de dire tout ce qui est formation, adaptation, accompagnement des évolutions, on verra ça un peu plus tard. Et c'est là où on dit, nous, il y a une erreur stratégique énorme. Il doit y avoir un investissement dans la formation aussi massif que dans les technologies aujourd'hui. Et ça, alors on a demandé, nous on a lancé un appel pour qu'il y ait dans le monde de la banque un vrai plan Marshall de la formation, ce sur quoi on n'est pas entendu aujourd'hui. Et la vraie crainte que j'ai aujourd'hui, c'est pas celle de l'intelligence artificielle en tant que telle, c'est du manque d'anticipation, non pas sur les métiers de demain, on les connaît pas. On les découvrira, mais sur la formation de culture générale qui permettra demain à nos collègues salariés de franchir cette étape du métier qu'ils connaissent bien aujourd'hui vers des métiers qu'ils ne connaissent pas encore aujourd'hui. Mais complètement d'accord. On doit pivoter, faire pivoter nos politiques d'entreprise, la formation en état, nos comportements aussi. Je crois qu'il faut qu'on puisse raisonner dans un futur qu'on ne connaît pas avec la rassurance que l'entreprise peut donner. Et par ailleurs, par le fait que chacun d'entre nous, c'est le talent d'aujourd'hui et le talent de demain. Si on ne réfléchit pas sur la confiance qu'on donne à nos salariés pour évoluer, c'est compliqué. Si on ne regarde pas les budgets que l'on donne, c'est compliqué. Et surtout, on va perdre de la légitimité en interne. Si on ne donne pas les budgets qui vont bien là-dessus, on ira demain vers un échec de la relation de confiance qu'on a avec les parties prenantes, les partenaires sociaux, les salariés à la fin. Voilà. Mais je ne sais pas pourquoi je suis un optimiste et j'ai toujours vu que les entreprises s'adaptaient. Voilà, elles prennent conséquence de ça. Je pense qu'il ne faut pas agir par la peur. Par contre, il faut bien se dire qu'il y a des enjeux tellement importants qu'il faut qu'on s'en parle au bon niveau. Il faut qu'on se parle tout le temps. Et que dès qu'on détecte une peur, on la transforme comme une occasion de transformation. Voilà. Mais la formation continue, c'est l'élément qu'il faut retenir, je dirais, de cette évolution technologique. Jamel Somi, oui. Oui, merci. Donc, par rapport aux transformations sociétales qu'a connu l'humanité, la révolution industrielle, l'électricité, la machine à vapeur, si je recule, l'imprimerie de Gutenberg, la particularité de ce que nous vivons aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas où on va et on y va très vite. Alors c'est hyper anxiogène, et personne n'a la clé de ce qui va remplacer l'organisation de l'entreprise et l'organisation de la société, parce que les deux changent en même temps. Et je retiens le mot qui a circulé, qui est celui de la confiance. La confiance est essentielle dans la construction, et comme vous le savez, la confiance, elle se décrète. Non, elle se construit. Se gagne, je crois, non? Oui, il me semblait. Benoît Serre. Juste un point qui m'a frappé dans un passé récent et qui va sans doute me frapper dans un futur prochain, c'est en fait ce que vous dites sur la formation, sur l'investissement, on observe la même chose dans les systèmes informatiques des organisations. C'est-à-dire qu'on observe que les organisations investissent énormément, et c'est très bien, dans la relation digitale avec leurs clients, mais ne pensent pas, et ça me paraît pour des éléments de confiance, investir à hauteur dans les outils digitaux ou informatiques de leurs collaborateurs. Et que cette espèce de distorsion-là, elle est ravageuse, parce que les entreprises investissent des centaines de millions d'euros dans des systèmes d'information, de promotion, de commercialisation digitale, etc., et oublient quelquefois que les meilleurs promoteurs de leur politique, relations digitales, expérience client, etc., sont leurs collaborateurs, ce n'est pas les machines. On n'a jamais vu une IA commencer à promouvoir l'excellente relation client de la Matmut. C'est un truc qui n'existe pas. Et donc souvent, il y a une espèce de déséquilibre entre ce qu'on appelle l'expérience client et l'expérience collaborateur, qui est assez dévastatrice dans les éléments de confiance, en disant, en fait, vous êtes en train de monter un système au profit des clients qui fait que vous me rendez inutile demain. Et donc ça, vous ne réformez pas contre le peuple, comme disait Balladur, chacun fait sa petite citation, donc on attend ça de Régis. Et à toi. Et donc, je crois que cette dimension-là, de l'équilibre entre l'investissement technologique au profit des collaborateurs et l'investissement technologique au profit des clients, il est absolument fondamental, parce que c'est une affaire de confiance, c'est une affaire de promotion de l'investissement au profit des clients. Et surtout, c'est une affaire d'accélération de la nouvelle compétence des collaborateurs. Parce que s'ils travaillent avec des outils anciens, jamais ils évolueront. Et donc, cette espèce d'erreur, elle est faite, je trouve, assez régulièrement partout. Et sur les GAFA, le grand danger des GAFA, c'est quoi? C'est que comme on est une activité dématérialisée, la compétition est mondiale, par définition. Vous savez très bien qu'il y a une petite compagnie d'assurance qui est apparue, qui s'appelle Airbnb, en fait. Parce que vous cliquez sur Airbnb et vous versez 8% et pas 7%.
Ça veut dire que et vous êtes garanti à $50 000 sur les dégradations de votre... ça s'appelle une compagnie d'assurance. Moi, je ne sais pas comment ça marche, mais eux, ils n'ont pas la CPR, ils n'ont pas tout ça, hein, ils ont juste ça. Et donc, tout ça veut dire que les GAFA, le danger, eux, ce qui les intéresse, c'est la data. Et quand vous regardez, je parle sous contrôle de Norbert, vous vous rendez compte que le risque, c'est pas que les GAFA, Google se fassent à faire de l'assurance, c'est qu'ils vous piquent la relation client. Et qu'ils enferment les compagnies d'assurance dans la gestion technique de l'indemnisation. Et ça, c'est extrêmement dangereux, parce que là, pour le coup, ça détruit des emplois. Ça, c'est sûr. Donc, voilà, le danger, il est là, quoi. Et si on ne fait pas attention à cet équilibre collaborateur, machine, client, alors, de toute façon, imaginez que les GAFA, on sera un jour plus fort que les GAFA, que Google ou qu'Amazon. C'est un peu utopique. Pour maîtriser la data, c'est un peu, vous savez, le cash d'Amazon, c'est $222 milliards. Donc, lui, il a le temps d'investir quand même. Hein. Donc, voilà. Donc, je trouve que cette dimension-là, et je l'entends pas beaucoup, en fait. Comment on fait justement pour faire changer l'axe, pour mettre l'argent également sur ceux qui sont les meilleurs promoteurs de l'entreprise, c'est-à-dire ceux qui sont à l'intérieur? Mais je suis d'accord, c'est des choix, Olivier, vous l'expliquez très bien, c'est des choix politiques. Oui. C'est des choix politiques. Ceux qui font le choix inverse, ils vont régler le problème à court terme et se créer des problèmes sans fin à moyen terme. Et ils disparaîtront. Et ils disparaîtront. Henri de Castres, deuxième citation, parce que ça je suis à 2, donc ça je remets la pression sur les autres, avait expliqué que ceux qui pensent, il y a 10 ans, hein, que le digital ne changera pas leur métier sont déjà morts. Ouais. Voilà. Et donc le sujet, c'est un choix politique, c'est un choix d'entreprise, c'est de la stratégie moyen terme, et elle n'est pas toujours faite dans ce sens-là. Olivier. Oui, moi, si pour être dans le concret, hein, parce que c'était un peu l'introduction, qu'est-ce qu'on va demander à nos collaborateurs demain, aujourd'hui déjà, de renforcer la relation humaine, l'apprentissage de tout ce qui forme, toutes les techniques de relation qu'on appelle l'empathie, qu'on appelle tout cet aspect de l'émotion. Hein. Vous avez dans tous les discours d'entreprise le fait qu'il faut capter l'émotion et avoir ce discours-là. Très bien. Et donc, on va devoir petit à petit, de plus en plus, renforcer tout ça. C'est pour ça que Norbert donnait la statistique. Je vous confirme que dans les entreprises d'assurance, on va recruter de plus en plus de gens qui sont à l'aise dans la relation. On imagine que la partie technique va être de plus en plus prise en charge par l'IA. On commence à le voir. Il y a des tests aujourd'hui sur les sinistres de dégâts des eaux, dans lesquels on s'aperçoit qu'il y a une petite start-up qui est arrivée et qui, en agrégeant à peu près 5-6 millions de sinistre de dégâts des eaux, c'est vous donner quelle est la nature du dégât, quel est le mètre carré de réparation que l'on peut faire et quelle est la proposition moyenne à une fourchette basse, une fourchette haute dans la relation de gestion de sinistre. Et si la personne prend en direct ou choisit une entreprise qui est proposée, l'opération se fait en quelques minutes. Et donc on voit très bien que les personnes qui étaient spécialisées de la gestion des dégâts des eaux ont quelque chose à regarder là-dessus. Donc on voit bien que tout ça c'est en train d'arriver. Évidemment, on n'est pas complètement dans la mesure de la maîtrise de tout ça, mais ça va arriver. Donc soit on se le dit, et on se le dit avec des partenaires qui nous disent « Ok, comment on fait ensemble ?» Soit on se le cache, et mine de rien, on va faire naître des doutes et du stress. Donc on sera tous perdants-perdants. Ça n'a pas de sens. Voilà. Donc le sujet, c'est plus de relations. Partons des sujets qui n'ont pas fâche, mais qui posent des questions, et regardons comment on les traite ensemble par strate. On ne peut pas tout faire. Voilà. Qu'est-ce qui est prioritaire et quelle est notre éthique là-dessus? Simplement pour dire Bien que sûr. nous, on est partants, mais dans le monde de la banque, nos directions ne sont pas du tout dans cet état d'esprit. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'évoque pas les sujets. Mais je voulais simplement faire le lien avec les tables rondes d'hier, Oui. où on évoquait justement la fonction RH. Et là, on a dit quelque chose de très important. Alors, je n'ai pas besoin de citation, moi je suis clair quand je m'exprime, donc voilà. Ah là là, ah c'est facile. Un petit peu de joute verbale, ça fait du bien, voilà. Mais donc faire le lien avec la table ronde d'hier, Ouais. où on parlait de l'évolution indispensable des fonctions RH. Parce qu'il va falloir demain travailler beaucoup plus sur les compétences des individus que sur leur niveau de diplôme. Bien sûr. Et ça, c'est là aussi un enjeu énorme pour l'avenir et qui nécessite, même si ça n'avait pas attiré que des sourires de la part des DRH qui étaient là hier, mais ça nécessite de la part des équipes des RH des évolutions très très importantes, au moins aussi importantes que celles des autres salariés de l'entreprise. Et la RH, elle est une fonction stratégique dans l'entreprise. On a des débats en CODIR sur et l'humain, comment on fait là-dessus. Et nous, on mène le
débat, hein. Je crois que c'est intéressant de le dire. Un petit sujet sur l'émotion, hein. Il y a des entreprises américaines qui traitent de l'émotion aujourd'hui, hein. On s'est distingué dans le facial, hein. La reconnaissance faciale a apporté quelque chose aujourd'hui dans l'iPhone, hein, l'iPhone X. Hein. Vous savez qu'on fait la reconnaissance faciale. Ça veut dire que directement, on sait reconnaître aussi les stigmates ou les stress du visage, et donc ça veut dire que demain, c'est aussi un outil d'appréciation de l'état de la personne. Sans compter que si vous mettez en direct et en connexion votre montre connectée qui mesure votre battement du cœur, etc., vous avez en face une connaissance de l'état de la personne. Donc on voit bien qu'il faut de l'éthique là-dedans. Sinon, on peut aller très loin. Et l'ARH est une fonction d'éthique. Elle doit, elle, dire ce qu'elle fait pas. Norbert, oui, Régis ? Non, simplement dire que la CFE-CGC, justement, travaille beaucoup, parce que vous dites que c'est un boulot RH, c'est aussi un boulot pour les militants syndicaux demain. Faire respecter l'éthique sur ces points-là, sur les problématiques de données personnelles et autres. Il y a là une nouvelle fonction qui s'ouvre pour les militants syndicaux, et la Confédération travaille beaucoup sur ces sujets-là. Norbert, et ensuite on terminera ce tour. Dernière citation, Norbert. Non, c'est Jamel. C'est Jamel. C'était quelque chose de Coluche, je crois, ou bon, on va trouver. Non, effectivement, mais c'est vrai que l'intelligence artificielle, notamment, peut aider à identifier, reconnaître des émotions. Pour autant, un ordinateur ne sait pas ressentir une émotion. Et c'est ce qui fait toute la différence. Et quand on parle d'empathie, et qui doit faire partie des compétences ou des capacités, je ne sais pas comment il faut l'appeler, des qualités personnelles à déployer pour avoir une qualité de relation avec l'autre, ça c'est quelque chose que la machine ne pourra jamais créer, cette proximité. Ce que je voulais rajouter aussi, c'est qu'effectivement, on ne sait pas précisément quels seront les métiers de demain. C'est difficile de faire de la GPEC dans ce contexte-là, sauf que quand même, on a le sens général. À la fois, on a le sens général de ce sur quoi il faut travailler, et puis, Olivier le rappelait à l'instant, enfin, notamment, c'est tout ce qui tourne autour des compétences comportementales, relationnelles, tout ce qui, au-delà de la technique, et il faut renforcer cette technique, c'est ce que je disais, que j'expliquais hier par les retours des professionnels que nous avons, mais cette dimension-là, il faut la travailler, effectivement, parce que le relationnel va prendre une part de plus en plus importante. C'est aussi des éléments de personnalité. Alors ça peut être un peu choquant, parce que j'ai toujours été gêné par le terme de savoir-être, parce que c'est pas forcément dans le domaine de l'entreprise que ça doit relever. C'est une facilité de langage, les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être, c'est facile. Pour autant, savoir-être, ça relève de l'intime. Est-ce que ça relève également du monde de l'entreprise? Sauf qu'aujourd'hui, pour rendre un client satisfait, ou un collègue content de la manière dont on travaille ensemble, ça veut dire qu'il y a des éléments de personnalité également qui prennent une part de plus en plus importante. Et je ne sais plus qui parlait de posture, et on l'a pas mal entendu depuis 2 jours. La posture devient un élément qui est de plus en plus important dans la réussite et l'atteinte des objectifs que l'on se fixe collectivement. Dernier point, c'est la dimension économique. Si on reste effectivement sur une activité assurantielle de base, je pense qu'on va vite arriver au bout. Les banquiers connaissent bien cette problématique, pour ça qu'ils font de l'assurance. Nous, on a un peu plus de mal à faire de l'activité bancaire, ça accroche moins bien. Mais si on part, et c'est un mot qui se développe de plus en plus vers de la conciergerie, et qu'on trouve le modèle économique pour une proposition de masse sur des marchés de masse, là, on a un rôle à jouer dans la solvabilisation de la demande. Je vais dire 2 mots et puis je sortirai ma citation de Coluche, parce qu'il faut rattraper le niveau. Et ce seront quasiment les mots de la fin, parce qu'après on laissera Francky, Vincent. Dans la transformation dans laquelle nous sommes, et là je fais rappel à mes activités professionnelles dans la vie profane, il y a quelque chose de très important qui est l'exemplarité. Oui. C'est-à-dire que quand on se dit, allez, on y va, on va se transformer, enfin non, on dit, allez-y les gars, transformez-vous. C'est mieux de se dire, je suis en première ligne, je me transforme aussi. Il faut de la concertation, parce que personne n'ayant la vision absolue de demain, ni RH, ni RP, ni DG, personne. Donc il faut que dans la transformation de l'entreprise, des entreprises, on y aille en ne perdant personne en route. C'est compliqué. Il faut que la transformation se fasse à chacun des niveaux de strates de l'entreprise. Moi, j'ai beaucoup entendu, et là je repense à mes cadres de direction de l'UDAP, allez-y les gars, transformez-vous, formez-vous, soyez agiles. Et on dit, mais au CODIR, ça a bougé. Ah non, là ça va, allez-y, on pilote, nous on regarde. Ça ne marche pas comme ça.
La création de cette notion de confiance, mais... Attends, moi aussi je travaille mon électorat. Alors, on dépense des sommes gastronomiques, comme disait Coluche, ça c'est ma citation. Ok, les fêtes, c'est bon. Pour les systèmes d'information, ça serait pas mal qu'on en dépense pour la transformation d'entreprise et l'accompagnement des compétences qui vont avec dans le temps. On laisse passer les applaudissements et Olivier, très, très rapidement avant de passer à la synthèse de Francky. On ne peut pas être contre, et ça c'est très bien, mais on est très pour, hein, donc voilà, pas de sujet là-dessus. Sur les émotions, hein, simplement, c'est extrêmement important hein, ce qu'on est en train de se dire. Aujourd'hui, on s'est provoqué des émotions par l'IA. Hein. Je vous donne un exemple dans les EHPAD, parce que c'est sujet de discussion. Ils ont doté dans certains endroits des petites machines qui, en fonction des ressentis des personnes âgées, provoquent soit de la douceur par quelques gesticulations. Ils ont remarqué que ça avait un effet bénéfique sur la santé mentale et physiologique. C'est en train d'être mesuré. Donc ça commence à arriver. Hein, ces provocations d'émotions. Après, dans la gestion des émotions, là je te rejoins. Mais on commence à arriver. La loi de Moore, hein, tout le monde la connaît un petit peu, c'est tous les 18 mois, je crois. 24 mois, on double la puissance de calcul. On double la capacité processuelle. Donc aujourd'hui on ne connaît pas, demain on ne connaît pas bien, il faut anticiper, se préparer, se faire confiance. Et il y a des signes de confiance. La formation, le dialogue et l'investissement dans l'humain. Je crois qu'on ne peut pas être autres tous que contre pour ça. Merci de la qualité de ces échanges et de vos joutes verbales qui étaient très, très agréables. Francky, quelques minutes pour synthétiser tout cela. Oui, d'abord, merci à tous les intervenants. Ça a été, je pense, un débat de grande qualité. Si nous partons, et je crois que c'est ce que nous pouvons retirer de ces échanges, qu'il y aura forcément dans tous les métiers des impacts liés à l'intelligence artificielle. Moi, je voulais d'abord revenir spécifiquement au domaine de l'assurance. Et je crois que ça a été dit, on a parlé beaucoup d'émotions. Se rappeler quand même quel est notre métier avant tout. Bien sûr, la couverture du risque. Mais au-delà de ça, c'est parler avec beaucoup d'émotion, puisque assurer, c'est parler de l'avenir des enfants, c'est parler de l'avenir de la famille, c'est parler d'une dépendance possible. C'est parler d'une certitude de décès, c'est parler de protéger un patrimoine. En tous les cas, ce sont des choses qui nous touchent tous au cœur. Et que quelque part, quand on parle de l'impact de l'intelligence artificielle, on doit parler aussi, je pense, et ça a été souligné, d'intelligence émotionnelle. Et sur le sujet, je pense que ce soit dans l'avant-vente, dans la vente ou dans l'après-vente, les métiers de l'assurance peuvent continuer à évoluer et plutôt être accompagnés par la machine que remplacés par la machine. Maintenant, nous l'avons tous dit autour de cette table, aucune certitude pour personne, mais nous avons le droit d'y réfléchir ensemble. Donc ça, c'était la première partie de mon propos. Après, bien entendu, il faut avoir ensemble, et ça a été dit, tant au niveau des directions des ressources humaines et de nous, RP, il faut avoir de vrais échanges, de vrais débats et réfléchir encore une fois à une co-construction. Bien entendu, on l'a dit, on ne connaît pas l'avenir, on ne connaît pas l'évolution des métiers. Par contre, on a un superbe outil qui s'appelle la GPEC, qui doit nous permettre d'y réfléchir. Quand Norbert disait la GPEC c'est bien, mais aujourd'hui, comme on ne connaît pas les métiers de demain, d'après-demain ou d'après-après-demain, c'est très compliqué. Je pense qu'il y a des solutions assez faciles. C'est de réfléchir aujourd'hui à ce qu'on appelle, ce que nous pouvons appeler les métiers sensibles, et ils viennent en permanence, on les voit arriver, et de se dire qu'on peut, par des GPEC très structurés sur le temps, sur un temps court et sur un temps long, observer au fur et à mesure, voilà, je suis embêté par un insecte, au fur et à mesure de l'évolution du temps, d'observer les métiers qui deviennent sensibles. Et à partir de là, de réfléchir ensemble sur la façon dont nous allons pouvoir à la fois former, d'un côté, faire évoluer, et bien entendu, si ce métier devait mourir, parce que des métiers vont mourir, des métiers vont naître, mais des métiers vont mourir, savoir comment on va pouvoir adapter, soit
une continuité dans l'entreprise, soit une réadaptation dans un autre métier. Je crois que c'est très important. Après, Régis l'a dit tout à l'heure, et la CFE-CGC, il travaille beaucoup. Nous étions aux universités d'automne de Deauville la semaine dernière, et ça a été un sujet aussi qui a été fortement mis en avant, c'est celui de la protection des données, parce que tout à l'heure on parlait dans ce débat, vous parliez, et vous avez raison, Diamel le soulignait, Olivier aussi, vous avez parlé de confiance. La confiance, c'est aussi une confiance interne. Et quand on parle aujourd'hui du big data, on a forcément des inquiétudes, tous, et y compris nous, par rapport à nos fichiers. Il suffit de voir FO, enfin, c'était pas de l'intelligence artificielle, pour se rendre compte que parfois, c'est pas bien. C'est pas bien. Bon, donc se dire aussi que là-dessus, pour être plus sérieux, nous avons aussi besoin de confiance. Ce qu'on peut se dire, c'est que de toute façon, on ne connaît pas notre avenir, qu'il faut trouver un équilibre entre humanité et matériel, que demain, sans doute, on ne parlera pas uniquement de direction des ressources humaines qui doivent avoir un vrai rôle prépondérant et d'éthique, mais une direction des ressources humaines et machine ou matériel. Et puis se dire, je vais finir par une citation aussi pour te répondre, qui a été écrite par un grand humaniste. Ça lui a coûté la vie. C'est Abraham Lincoln qui a dit: la meilleure façon de prédire votre avenir, c'est de le créer. Dont acte. Merci à tous de ce bon moment. Je sais que vous avez un train et il faut y aller très très vite. On va vous laisser repartir par les coulisses et on va accueillir Joël pour la suite. Merci encore, les applaudissements pour ce très beau plateau. Merci d'être venu. Salut Benoît. Merci. Joël, ne perdons pas de temps. Oui, Francky vient, on prend les micros, il est équipé. GG. Notre prochain rendez-vous de la matinée. Eh bien, notre prochain rendez-vous, c'est notre président confédéral. Nous sommes tous affiliés à la CFE-CGC, la Confédération, et lorsqu'il y a des grands moments, comme le congrès d'aujourd'hui, eh bien, on est très fiers et très contents d'inviter le président confédéral qui va nous parler de l'actualité confédérale qui est très dense. Et donc, nous accueillons Monsieur François Omril. Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de m'accueillir ici à l'occasion de votre congrès. Merci à Joël Mottier de m'avoir invité à intervenir pour ce que je pense je peux qualifier d'une démonstration de force de la CFE-CGC dans le monde des assurances. Et je dois vous dire qu'il est probable que je ne suis pas la seule personne qui suis sensible à cette démonstration de force. Et j'imagine que dans les semaines, dans les mois qui viennent, à l'occasion des élections dans chacune de vos entreprises, cette force qui est présente ici saura se faire reconnaître. Mais j'aurai l'occasion d'y revenir. En fait, je vais commencer mon intervention par une nouvelle. La nouvelle, c'est la suivante. Tout le monde nous dit les entreprises ont du mal à recruter. Alors tout le monde s'en mêle maintenant, ça fait plusieurs mois à l'occasion de déplacements, je fais beaucoup de déplacements dans beaucoup d'entreprises dont certaines sont assez connues, reconnues, ont pignon sur rue, et on rencontre les équipes et il n'est pas rare qu'on rencontre l'équipe de direction et le DRH. Et le DRH nous dit, entre autres préoccupations, sa préoccupation majeure, c'est, écoutez, on a un problème, on a des postes disponibles et on n'arrive pas à recruter, on ne trouve pas. Alors, au début, on se gratte un peu la tête, on se dit ça doit être parce que c'est loin, dans un endroit un peu reculé. La question parfois se pose, elle est pertinente. Et puis le bruit augmente jusqu'à ce que ça devienne cet été, à la rentrée, quelque chose qui est saisi par tout le monde. Désormais, Geoffroy Roux de Bézieux s'en mêle. Il dit, mais écoutez, le problème aujourd'hui des entreprises, le problème majeur, c'est qu'elles n'arrivent pas à recruter. Moi, je trouve ça plutôt marrant parce que le gros problème des entreprises, selon les mêmes, il y a un an, c'était qu'elles avaient trop de difficultés à licencier. Donc, j'aime bien ce petit retournement des choses qui nous dit quelque chose de la société et de son évolution possible. Donc, même le Premier ministre s'en mêle, même le Président de la République, on n'arrive pas à recruter. Et moi, je vais vous dire que c'est peut-être la meilleure nouvelle du moment. Les entreprises n'arrivent pas à recruter. Et elles vont peut-être enfin se poser les bonnes questions.
Alors, je vais faire une citation. J'ai compris qu'il fallait faire des citations aussi, sinon on n'était pas au niveau. Alors, je ne vais pas aller très loin pour ma citation. Je vais citer une citation de Benoît Sierre tout à l'heure, qui lui-même citait, je crois, un des grands patrons de l'assurance, qui disait il y a 10 ans, ceux qui pensent que le digital ne changera pas le métier sont déjà morts. Eh bien, moi, j'ai envie de dire, j'allais dire, en écho à, je crois, cette prophétie d'il y a 10 ans, que les entreprises qui ne comprennent pas aujourd'hui qu'il faut qu'elles travaillent sur l'attachement de leurs salariés à leur projet, sur leur projet d'entreprise, sur la dimension humaine de ce projet-là, sur la place qui est donnée au capital humain, ces entreprises-là sont déjà mortes. Dans 10 ans, elles n'existeront plus, elles n'intéresseront plus personne. Voilà. Partant de là, je voudrais mettre en perspective, parce que c'est aussi un peu mon rôle, il me semble, l'actualité du moment et l'actualité de la CFE-CGC dans ce cadre-là. Et comment ce cadre-là remet en perspective l'action, les objectifs de la CFE-CGC. Pour commencer, je vais vous raconter une histoire de vacances. Mon histoire commence le 15 août. Alors le 15 août, vous vous en souvenez, la canicule s'installe, on a pour nous tous autre chose en tête. Et moi, je reçois un SMS ou un tweet, je ne sais plus, c'est les merveilles du réseau, qui m'informe qu'il faut absolument que je lise un éditorial qui est apparu dans l'Express. Moi, je ne lis pas l'Express, mais par moment, quand on me file un article, du coup, je le consulte. Et c'est un éditorial qui explique que, s'agissant de l'assurance chômage, bien sûr, c'est le sujet de la rentrée, eh bien, l'éditorialiste, je ne le cite pas ici, après un panorama économique assez court, dit « Moi, j'ai une solution pour régler le problème de l'assurance chômage. Il suffit de rendre dégressives les allocations chômage pour les cadres. » Bon. Mais si ça n'était que ça, après tout, ce ne serait pas si grave. Quelques jours plus tard, un député plutôt bien vu, dont on lit que sur sa notice Wikipédia qu'il est dans le premier cercle du président de la République, fait une intervention, il s'agit d'Aurélien Taché, et reprend les mêmes éléments. Il dit oui, écoutez, vous vous rendez compte, il va un petit peu plus loin. Il dit 6 000 euros comme allocation chômage, rendez-vous compte, c'est scandaleux, c'est une question de justice sociale. Ah, moi, je suis très méfiant sur cette question de justice sociale. Quand j'entends ce mot, je mets souvent ma main dans ma poche parce que je me dis que quelqu'un est en train de me faire les poches. Donc, tout d'un coup, ça éveille un petit peu ma méfiance. Et quelques jours plus tard, le Premier ministre, dans un article du JDD, revient sur le sujet de l'assurance chômage et remet sur le tapis, on est toujours au mois d'août, remet sur le tapis la question de la dégressivité des allocations chômage. J'y reviens pour les cadres. À cet instant, excusez-moi de parler du sujet des cadres parce que c'était le sujet. Je n'ignore pas, vous le savez, que la CFE-CGC représente l'ensemble de l'encadrement. Bien entendu, j'y reviendrai. Mais là, le sujet, il avait été posé pour les cadres. Ça me paraît intéressant de le développer. Enfin, à la fin du mois d'août, le 30 août, je me retrouve avec mes collègues dans le bureau du Premier ministre et je me dis, on va enfin s'expliquer sur cette question-là. Et je lui dis la chose suivante. Je lui dis 2 points. Premièrement, la dégressivité des allocations chômage, ça ne marche pas. Il y a aujourd'hui des preuves scientifiques qu'un dispositif allocataire pour les gens qui sont privés d'emploi, qui irait de manière dégressive, ne favorise pas le retour à l'emploi. Au contraire, il favorise le basculement dans la trappe de la précarité et de la déqualification. Raison pour laquelle, d'ailleurs, dans le système français où il y a eu ces époques de dégressivité, eh bien, cela a été supprimé. Si ça a été supprimé, ce n'est pas tant pour des raisons de confort pour la personne qui cherche un emploi, mais c'est tout simplement parce qu'il avait été analysé et conclu que c'était un dispositif qui n'était pas favorable à un retour à l'emploi dans de bonnes conditions, et notamment pour les gens qualifiés quand ils avaient perdu leur emploi. Premier point. Et je lui dis, deuxième point, pourquoi les cadres ? C'est l'exacte définition du populisme. Désigner une catégorie aux yeux des autres, de façon à ce que chacun détourne son regard des vrais problèmes. Alors, je dois vous dire qu'à ce moment-là, l'ambiance était un petit peu tendue. Mais quoi dire d'autre sur un sujet comme ça ?
Et j'ai rajouté, pour finir, vous savez, moi j'ai l'habitude, j'ai 30 ans de syndicalisme derrière moi. Et je vais vous dire à vous, et croyez-moi, ça me fait de la peine, je vais vous dire à vous ce que j'ai dit à mes directions depuis 30 ans. Si je ne défends pas l'encadrement, qui le fera? Sûrement pas vous. Et il me semble que là, on a, sur un sujet comme ça, une assez bonne illustration de ce que c'est que le syndicalisme CFE-CGC aujourd'hui. Premier point, sur la question de la démonstration que la dégressivité ne marche pas. Voilà un sujet qui est éminemment politique. Voilà, tout d'un coup, on pose sur la table, comme une discussion de coin de bar, ah bah après tout, il y a des gens qui aujourd'hui sont au chômage, ils touchent des bonnes allocations et ils ne sont pas très actifs à en rechercher. Mais moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas, ce sujet-là. Ce n'est pas le sujet de fond. Le sujet de fond, c'est qu'il y a, toutes les études le montrent, 95% des gens qui sont aujourd'hui privés d'emploi, et notamment des gens qualifiés, et qui, aujourd'hui, ont des difficultés à se requalifier pour retrouver un emploi. Et que, justement, ces allocations permettent, dans le maintien d'un certain niveau de vie, qui n'est pas le niveau de vie avant, mais permettent d'assurer un encadrement suffisamment sécurisant, c'est le mot, pour qu'ils puissent travailler à cette reconversion-là. Ce qui m'a amené à dire, à l'occasion d'une rencontre une semaine plus tard avec la ministre du Travail, vous savez, moi, ce que je veux, c'est que quand un cadre commercial à 50 ans se retrouve licencié dans un plan social, moi, je ne veux pas qu'il soit obligé de vendre sa maison pour pouvoir continuer à payer les études de ses enfants. C'est très simple. Le système, il a été construit comme ça. Pour ça, le principe même de la solidarité, il est pensé sur cette logique-là. Et quand vous, au nom du pouvoir politique, vous intervenez en jetant dans le débat ce que vous prétendez être des notions morales, vous détruisez ce qui fait cohésion dans le système social et dans la solidarité qui le fonde. Et je termine en disant la chose suivante, qui désormais est assez bien connue, d'ailleurs au passage c'est grâce à nous, parce que ce sont des études que nous avons demandées à l'UNEDIC. 42% des ressources de l'UNEDIC, 42% des ressources de l'UNEDIC, c'est 35 milliards à peu près, le budget de l'UNEDIC, pour la partie allocation, parce qu'il y a des dépenses supplémentaires demandées par l'État pour financer Pôle emploi ou d'autres régimes, mais pour la partie allocation, c'est 35 milliards. 42% de ces ressources sont issues des prélèvements sur les salaires des cadres. 15% des dépenses vont au même public. Faites la différence, c'est 27% qui sont assurés donc, par une catégorie qui vont à la solidarité intercatégorielle. Et ça, c'est très bien. Et ça, c'est très bien. Personne n'est contre ça. La volonté, justement, des partenaires sociaux, et nous en sommes un dans la construction d'un régime, c'est de garder la main sur un principe solidaire. C'est ça qui fait la cohésion de la société. C'est ça aussi l'engagement de la CFE-CGC, qu'elle soit dans les entreprises, dans les branches ou au niveau interprofessionnel, c'est de donner la caution à travers les catégories qu'on représente, qu'il existe un système de solidarité intercatégorielle, et c'est parce que justement nos catégories peuvent le financer qu'il peut exister. C'est cette solidarité qui permet d'exister. Mais notre exigence, elle est simple, elle est de dire, nous on n'est pas contre le fait d'être des financeurs au principal de cette affaire. Après tout, pourquoi pas? Ça paraît même plutôt logique, mais à la condition de ne pas en être exclu à la sortie. Et là, vous voyez bien toute l'ambiguïté qu'il y a dans les relations qu'on entretient avec le pouvoir politique, nous, partenaires sociaux. Je ne vais pas infiniment développer cette thématique, mais sur cet exemple-là, il me semble qu'on caractérise assez bien la position qu'on occupe aujourd'hui dans la société, qui est de défendre un principe, un sens, des valeurs justement de solidarité efficace, et qui correspondent très très bien au militantisme que chacun de nos militants, vous-même, vous incarnez dans l'entreprise. Et qui probablement explique la progression de la CFE-CGC. À cet instant, je vais faire un petit zoom sur l'audience générale de l'organisation, sur l'ensemble des secteurs économiques et professionnels. Vous savez, il y a tous les 4 ans une mesure. Il y a une mesure de la représentativité, une mesure de l'audience. Et ça, c'est finalement assez peu commenté. Mais la CFE-CGC est l'organisation qui a le plus progressé dans le cycle électoral 2012-2016. 17% de progression intrinsèque. Alors je sais, Joël me l'a dit, Joël il est parti, Joël me l'a dit, il m'a dit, tu sais François, partout où on vote, l'organisation dans les métiers des assurances progresse de plus de 25%. C'est remarquable. Mais pris à la moyenne, 17%, croyez-moi, sur un stock global, c'est vraiment très très important. C'est plus au passage que ce que n'a progressé la CFDT sur le même cycle, puisqu'ils ont gagné, eux, 65 000 voix et la CFE-CGC en a gagné 82 000. J'arrête là les chiffres.
Je pense qu'il n'est pas inintéressant à cet instant de se poser la question suivante, mais pourquoi ? Pourquoi cette progression finalement? Pourquoi est-ce que notre organisation, même si ce n'est pas encore suffisamment commenté, mais ça l'est de plus en plus, pourquoi notre organisation est celle qui progresse le plus partout où elle est implantée? Il y a un sens à ça, il y a une raison. Alors moi je vous propose 2 raisons. Il me semble d'ailleurs qu'il n'y en a probablement pas d'autres. La première raison, c'est que nous avons les meilleurs militants. Alors vous allez dire, c'est un argument facile. C'est un argument facile, mais ce n'est pas un argument de circonstance. Parce que moi, je peux le prouver. Nous avons les meilleurs militants, pourquoi? Parce que la société est quand même un peu complexe. On le voit bien. Hein, parfois, je dis que nous vivons la société du paradoxe. J'ai entendu tout à l'heure que grâce à l'intelligence artificielle, désormais, le taux d'erreur dans les diagnostics des médecins passerait de 25%, peut-être à 0%. Moi, je dis, c'est super. Par contre, je suis un petit peu surpris de lire dans la presse que dans tel hôpital, il faut que les médecins et leurs services fassent la grève de la faim pour pouvoir recruter 2 infirmières absolument nécessaires au fonctionnement du service. Il me semble qu'il y a un peu matière à paradoxe dans cette affaire. Je suis comme tout le monde, j'ai des relations avec le corps médical, parfois avec l'hôpital, et je constate que le service aux urgences, ma foi, ne semble pas s'être beaucoup amélioré. Donc, il y a, vous voyez, cette société dans laquelle finalement, on nous dit mais le progrès est partout, et je partage 100% ce qu'a dit tout à l'heure Régis. La question, elle est de savoir, elle n'est pas d'entraver la marche du progrès, mais elle est question de savoir qu'est-ce qu'on fait dans le sillage de ce progrès-là, de ce progrès technique. Quelle place on occupe? Comment est-ce qu'on redonne une dimension humaine à ce progrès-là? Comment est-ce qu'on s'oppose à ce qui est quand même un peu le slogan du moment depuis plus de 10 ans, peut-être 15 ans, de nos dirigeants politiques, qui est de nous dire en permanence, eh bien le progrès de tous, c'est la somme des petits malheurs de chacun. Il me semble justement que le message syndical que porte la CFE-CGC, c'est l'inverse de ça. Parce qu'il incarne un parcours individuel, un parcours personnel, et que ce parcours est basé sur le principe de l'engagement. L'engagement dans les études, parfois, pas toujours, mais l'engagement dans les études, c'est pas si simple finalement. Et l'engagement après dans la profession, dans l'évolution de carrière, dans la prise de responsabilité, dans cette idée que si moi je prends sur moi ma part de volonté à avancer, à progresser, à travers cette évolution, je fais progresser le groupe. Et ce message-là est un message positif. Et c'est un message qui parle aux collègues. Et au-delà de ça, il y a dans la technicité que chacun possède pour son propre métier, une capacité à analyser, une compétence à analyser les phénomènes complexes qui est appréciée autour. Aujourd'hui, dans les entreprises, les relations qu'on entretient avec les directions sont des relations qui sont parfois difficiles à tenir et à supporter. Il faut avancer des arguments, il faut montrer qu'on est en capacité, à égalité, de discuter sur tel ou tel élément de bilan. Ce qui me fait dire souvent que la problématique qu'on a avec nos directions, c'est qu'elles considèrent trop souvent que dans l'entreprise, il n'y a qu'un seul point de vue, le leur. Mais c'est faux, ça. L'entreprise, elle est constituée de tout un tas d'éléments, de tout un tas de paramètres, d'individus, de groupes d'individus. Il y a une histoire dans l'entreprise. Il y a des valeurs qui, certaines sont matérielles, d'autres sont immatérielles. Il y a des compétences. Eh bien, le problème, c'est qu'il y a d'évidence plusieurs points de vue dans l'entreprise et que les salariés et leurs représentants sont aussi porteurs d'un point de vue pour l'entreprise. Ils ont une vision de l'entreprise et ils veulent, avec la vision que la direction propose, ils veulent avoir un débat. Et le dialogue social, c'est ça. Le dialogue social, c'est un mot parfois souvent galvaudé, c'est un peu un mot valise, on y met un peu ce qu'on veut. Moi, voilà la définition que je vous propose. Le dialogue social, c'est ce lieu où se rencontrent le point de vue de la direction et le point de vue des salariés. Et qu'à travers ce dialogue-là, qui traite ces points de vue-là à équilibre, parce qu'il n'y a pas de raison qu'un point de vue s'impose à l'autre, parce que chacun représente dans ce débat-là des éléments positifs pour la vision de l'entreprise. Et le principe du dialogue social, c'est de faire se concilier ces points de vue-là à travers un accord dans lequel les gens s'engagent. Les représentants syndicaux s'engagent, ils signent,
Ils font des propositions, ils font des concessions parfois, mais ils travaillent ensemble à construire une vision et un avenir de la société. Le drame de notre société d'aujourd'hui, c'est que par rapport à, j'allais dire, d'autres époques qu'on a connues et qu'on pourrait juger peut-être de façon un peu différente, le drame de notre société d'aujourd'hui, c'est qu'elle n'accepte pas ce principe qu'il puisse y avoir plusieurs points de vue. On vit sous le régime du TINA. Vous connaissez cet acronyme, There is no alternative. Mais ça, c'est faux. C'est le truc peut-être le plus terrible de notre époque. Et c'est ça qui, au passage, génère de la souffrance individuelle et de la souffrance collective dans les entreprises. C'est quand on se retrouve confronté à une situation dans laquelle, connaissant bien son métier, connaissant la façon de le faire pour obtenir le bon résultat, on vient se faire expliquer qu'en vérité, il faut faire autrement. Et qu'on se retrouve en situation de ne pas faire comme on pense qu'on le devrait devoir faire pour faire correctement son métier pour l'entreprise. Et toute la souffrance psychologique, les risques psychosociaux, et vous savez que nous sommes à la CFE-CGC très en pointe sur le sujet. Et ce n'est pas innocent non plus, puisque représentant les populations de l'encadrement, on est très concernés par ces sujets-là. Le sujet d'être en responsabilité sur un poste de travail, dans des situations de travail complexes, dans des évolutions qui remettent en question des pratiques, des compétences, des façons de faire, et ne pas avoir les moyens justement de travailler à cette évolution de façon positive. Toute la souffrance, tous les risques psychosociaux naissent principalement de cette raison-là. Et l'enjeu justement de la présence syndicale, l'enjeu de la représentation syndicale, c'est par rapport à ça qui peut être considéré parfois par les individus, parfois par le groupe comme un mur qui est posé. L'enjeu de la représentation, c'est d'ouvrir des espaces. Le syndicalisme, finalement, c'est ça. Tout à l'heure, il y a quelques semaines, à l'occasion d'un autre débat, il m'est apparu une évidence. Je discutais avec quelqu'un et on était là, on regardait un petit peu les évolutions, le moment, enfin bref, on avait cette fameuse discussion qu'on a parfois au coin du bar. Et puis, tout d'un coup, on tombe d'accord, on nous dit, mais finalement, il faut être optimiste. Et il m'est pas apparu cette évidence, finalement, c'est que être syndicaliste, c'est être de nature optimiste. Sinon, on ne le ferait pas. Sinon, on dirait, oulala, non, je vais faire autre chose. Mais justement, l'engagement syndical, je crois que vous aviez déjà travaillé il y a un an sur le sujet de l'engagement. L'engagement syndical, il correspond finalement, c'est l'exacte réplique de l'engagement professionnel. C'est une façon de dire, comme on a une vision positive de son parcours personnel, eh bien, il y a toujours une matière dans laquelle l'action syndicale va pouvoir proposer une vision positive de l'entreprise, une vision positive de l'évolution de l'organisation. Un syndicaliste est par nature quelqu'un de positif et d'optimiste. Ayant mis tout au pire, parce que parfois il y a des scénarios du pire dans la façon dont on peut imaginer l'avenir, on se dit finalement il y a une manière, il y a une matière à travailler pour que ce soit le meilleur pour tous. Et ça, c'est le sens de l'engagement syndical, et ça, c'est la valeur fondamentale. C'est la valeur cardinale de la CFE-CGC, et ça, c'est ça qui fait son succès. C'est ce que je veux décrire quand je dis que nous avons les meilleurs militants et que nous avons le discours le plus adapté à notre époque. Meilleurs militants, ceux qui s'engagent le plus dans leur vie professionnelle, ceux qui font la démonstration par eux-mêmes qu'ils sont des témoins de ce que c'est que l'engagement. Au moment où ils se présentent aux élections, quelque part, ils attirent l'attention. On se dit, ceux-là, on peut leur faire confiance au niveau professionnel, on va leur faire confiance au niveau syndical. Et puis après, il y a ce sens des valeurs, ce que j'ai dit en introduction, la question de défendre ceux qui s'engagent, ceux qui contribuent à la solidarité intercatégorielle. Il y a aussi notre organisation, je vais le citer un peu, on va dire pour mémoire, dans le débat actuel sur les retraites. Vous savez que c'est un très très gros sujet sur lequel petit à petit le voile se découvre. Et qui nous a amené à développer ce que j'appelle, moi, ce discours de responsabilité qu'on essaye toujours d'avoir, quels que soient les sujets, ni conforme, ni, j'allais dire, bêtement en opposition. On peut peut-être caractériser cela d'une troisième voie syndicale. Jamais conforme, jamais négatif par fondation, mais de regarder les choses. Sur la question de la réforme de la retraite, quelle a été notre position ? Notre position, ça a été de dire finalement, écoutez, premièrement, cette retraite ne s'impose pas. Cette retraite ne s'impose pas parce qu'il n'y a pas les conditions économiques telles qu'elles se présentaient il y a 10 ans et il y a 14 ans pour faire des réformes urgentes. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème économique.
Donc déjà, peu importe, vous voulez le faire, faisons-le. Vous nous dites, on fait un régime par points, mais nous n'avons pas de problème avec le régime par points, c'est nous-mêmes, à l'époque la CGC, qui l'avons inventé avec la GIRC. La preuve en est que c'est possible, à la condition bien sûr qu'on n'abandonne pas les principes que justement les partenaires sociaux ont apportés dans les régimes, qui sont des principes de solidarité. Et la solidarité génère des droits. Et c'est là que nous avons eu les points de vigilance sur les droits familiaux et les droits conjugaux. Ce qu'un certain pouvoir voudrait probablement amenuiser en introduisant le principe de la condition de ressources. Vous savez la raison pour laquelle on a mis les allocations familiales sous condition de ressources, qui est un coup de couteau terrifiant dans le pacte justement de la société, dans ce qui fait la cohésion de la société, qui fait que, comme je l'ai dit tout à l'heure sur l'assurance chômage, on est plus contributeur à l'entrée, parce que c'est notre contribution à la société, mais on ne doit pas être exclu à la sortie du bénéfice du dispositif. Ce qui a été le cas, ce qui a été le choix du monde politique il y a 8 ans maintenant sur les allocations familiales. Et le risque existe aussi pour la retraite que ce que les partenaires sociaux ont considéré comme des avantages nécessaires à mettre en place pour le conjoint survivant, pour les familles qui avaient élevé plus d'enfants et qui, à ce titre, n'avaient peut-être pas pu constituer des éléments de capital rémunérateurs pour l'après-activité. Il y a toujours une logique sociale dans un dispositif. Et ce sont les partenaires sociaux qui sont les garants de cette logique-là. Parce que justement, ils la négocient entre eux. Ils se connaissent et ils se reconnaissent, indépendamment de l'agenda du pouvoir politique et de la propre morale qui le guide. Et je l'ai dit tout à l'heure, quand on parle justice sociale, je mets la main dans la poche. Et je vous invite, vous aussi, à le faire. Parce qu'il y a toujours, quelque part, une volonté d'exclure, justement, du bénéfice du système social ceux qui en sont les éléments de la plus forte cohésion. Et voilà pourquoi il est extrêmement essentiel qu'il existe aujourd'hui une organisation comme la CFE-CGC qui a cette caractéristique et cette spécificité de représenter dans la société et au plus haut niveau du dialogue et de la représentation l'ensemble des membres de l'encadrement pour ce qu'ils représentent eux-mêmes dans l'entreprise. C'est peut-être ça le plus beau signal d'avenir et moi je peux vous le dire, ce n'est pas innocent si nous observons aujourd'hui, à l'occasion des élections qui commencent à se dérouler, les élections de CSE, et je terminerai là-dessus. Nous commençons à voir arriver des publics, des jeunes hommes, des jeunes femmes, des moins jeunes, mais des gens qui sont dans des services qui parfois n'étaient pas proches du monde syndical. Je veux parler par exemple dans des sièges, souvent les gens des services financiers se font un peu tirer l'oreille, etc. Alors que parfois il y a des grands services. Peu importe. Mais les contacts que nous avons eus avec les entreprises qui ont déjà voté à l'occasion du CSE, eh bien, c'est qu'il se confirme qu'il y a un authentique avantage compétitif à la CFE-CGC aujourd'hui, dès l'instant qu'elle est capable de l'assumer et de le porter justement dans la campagne électorale, dans les revendications, dans la responsabilité. Et plus on a une forte audience dans les entreprises, c'est ça l'esprit de la représentativité, plus on est fort. Plus on est fort dans l'entreprise, plus on est respecté. Plus on est respecté au niveau de la branche, plus on est respecté au niveau national interprofessionnel, plus justement on peut imposer notre vision de la société. Une vision dans laquelle c'est l'engagement de chacun dans son collectif qui fait progresser le collectif, et non pas ce que prétendent certains pouvoirs politiques suivant les moments, que le collectif, dans sa progression, se base sur la régression de chacun. Et moi je pense que c'est peut-être le plus beau message, le message le plus positif qu'on peut donner sur les mois qui viennent, qui vont être des mois très très difficiles mais exaltants, des mois de préparation des élections, de campagne électorale, de témoignages auprès des collègues, d'interaction avec les directions pour leur expliquer que malgré ce qu'on leur a mis dans la tête, on a toujours le choix. On a toujours le choix de faire mieux que ce que certains prévoient pour nous. Il suffit simplement pour ça de donner enfin de la valeur au capital humain au même niveau que le capital financier dans nos entreprises. C'est aujourd'hui le grand combat de la CFE-CGC et ce combat fonctionne. Grâce à vous, je vous en remercie. Bravo François.
Bravo, bravo. Merci pour ces propos et clarification, réorientation des choses qu'on dit nous-mêmes déjà dans la fédération, mais lorsqu'ils sont dites par le président de la Confédération, c'est quand même la voix directe de celui avec ses équipes de l'exécutif confédéral qui discutent avec nos gouvernants jusqu'au président de la République. Alors maintenant, on va parler d'avenir, évidemment, après ce congrès, des orientations, des différentes orientations de la fédération. D'abord parler des liens avec notre confédération, puisque le président vient de parler. Ils sont bons, hein, tout va bien, on participe aux travaux confédéraux, on a beaucoup de chantiers qui existent au niveau confédéral, et on y envoie des personnes en nombre important. Nos liens avec nos amis des autres fédérations sont aussi bons. Hein. Hier, nous n'était pas arrivé Malik Gueye, qui est le président de la chimie, que je salue au passage, ainsi que Jean-Yves Emery de la métallurgie, hein, voilà, qui nous ont rejoints. Donc c'est la preuve que des personnes comme eux, comme tous les présidents de fédérations qui ont un agenda extrêmement rempli, viennent nous voir, viennent passer 2 jours avec nous. On y est très sensible au niveau de la fédération, je voulais vous en remercier. Parler de l'Union de la banque et de l'assurance, l'UPBA, c'est une création. On l'a créée il y a 10 ans avec Bernard Jolivet, avec Régis Dos Santos. Maintenant, Philippe Laine a remplacé Bernard Jolivet. Je l'ai présidé pendant 7 ans. C'est Régis Dos Santos qui a repris la présidence. Ça marche bien. On discute de sujets transversaux entre la banque et l'assurance. À l'époque de la mise en place de l'OPCABAYA, c'est notre influence, il faut le dire, qui a permis la mise en place de l'OPCABAYA. Bon, Nicolas Caudron en est le président, Jean-Marc Piquette aussi, qui est le directeur général, est dans la salle, je crois, en tout cas il était hier. Et on travaille aussi à la création, d'essayer d'influencer. On a écrit à Muriel Pénicaud, n'est-ce pas Régis, pour essayer d'obtenir un grand OPCO de la finance. Donc ça avance. Dernière nouvelle, on y rajouterait aussi peut-être le conseil, ça fait 1 million de salariés. Alors, c'est pas simple, hein, parce qu'il y a des discussions et tout le monde n'est pas forcément d'accord, mais toujours est-il que l'UPBA est un des acteurs majeurs dans ce type de discussion, avec bien évidemment toutes les autres fédérations et les délégations patronales. Alors, la qualité du dialogue social dans la branche, je pourrais dire qu'elle est bonne. Elle est bonne, elle est dense en tout cas. On discute, on a beaucoup de sujets sur le feu au niveau de la branche. C'est pas Alexis Meyer qui va nous démentir, hein, qui est le directeur des affaires sociales et de la FFA. Donc on y est présent, on y apporte notre pierre et les sujets sont très nombreux. Ça n'a pas toujours été le cas au niveau du dialogue social. C'est pour ça que quand c'est très dense, on aime bien dire que ça va bien. Et je vois aussi le président de la commission sociale, Olivier Ruttard, que vous avez vu tout à l'heure sur le dernier plateau sur l'intelligence artificielle. Alors, un sujet compliqué, ce sont nos conventions collectives. Vous en avez discuté puisque vous étiez réunis en section d'entreprise et ensuite en assemblée générale de syndicats nationaux. C'est un sujet qui nous occupe depuis fort longtemps puisque on n'a pas que des amis dans le monde syndical et c'est vrai qu'on a certaines fédérations syndicales qui trouvent que de fusionner toutes les conventions collectives, ça serait un bien pour le peuple. Alors, c'est absolument pas notre avis, puisqu'on considère qu'aujourd'hui, si on devait bouger à des conventions, je parle notamment, particulièrement celle de mai 92 et de juillet 92, c'est-à-dire le monde administratif et le monde des inspecteurs, on a quand même des conventions qui nous paraissent quand même assez intéressantes à conserver, si je puis me permettre l'expression, et que si on devait les renégocier aujourd'hui, on aurait peut-être un peu de difficulté à y retrouver l'intégralité du contenu. Et donc, le ministère du Travail, la DGT, souhaite baisser le nombre de ces branches. 700, on est arrivé à 500, ils veulent arriver à 200. On a entendu parler de 100, 70, pourquoi pas une, tiens, on va mettre le code du travail uniquement, puis on va nous faire place nette de tout ça. Enfin, c'est de l'humour, mais bon, ça ne nous fait pas forcément rire. Et nous sommes donc, vu le bruit de botte, puisque toutes les conventions de moins de 5000, vous le savez, sont menacées,
et chez nous, c'était celle des échelons intermédiaires. Donc nous sommes allés voir la DGT avec nos amis de la CFTC, nos amis de la CGT et nos amis de FO, ensemble, puisque nous sommes majoritaires, ces quatre, pour demander à la DGT de nous écouter et de considérer que nous, on souhaite les garder, les conventions telles qu'elles sont. Alors maintenant, c'est le souhait. La réponse de la DGT n'a pas été positive, puisque voilà, ce qu'on a reçu comme réponse, c'est que l'inscription au journal officiel de la fusion des échelons intermédiaires avec la convention de mai. Convention de mai administrative, donc une fusion de commerciaux et d'administratifs qui ne se ressemblent absolument pas. Donc évidemment, c'est notre courroux. Simplement, des pressions politiques se font, parce qu'on ne reste pas uniquement sur le terrain juridique. De notre côté, vous imaginez qu'on a un réseau qu'on a activé. Et alors la chance que nous avons aussi, c'est que la FFA est sur la même ligne de conduite que nous. Alors ça, c'est une chance. Et nous en discutons régulièrement avec Alexis Meyer. Alors, je sais aussi que côté FFA, il y a des discussions en cours. Alors peut-être qu'on a des nouvelles récentes sur le sujet, Alexis, parce que ça peut nous intéresser. Je sais que vous attendiez un coup de fil. Donc est-ce qu'on peut avoir un micro pour... Ah, ils sont là, les micros. Hop, hop. C'est le jaune. Le jaune, il va fonctionner. Alexis. Il marche. J'en profite pour vous saluer tous, pour vous remercier pour l'invitation, l'organisation de ce merveilleux congrès, pour le coucher de soleil hier sur les remparts de Saint-Malo, c'était magnifique. C'était nous aussi. Oui, je crois. Oui. Enfin, c'est ce que m'a dit Nicolas Caudron. Nicolas m'a dit, je l'ai tout organisé. Ah, il faut regarder la caméra. Ici. Voilà, je regarde la caméra. Oui, en effet, donc... c'est là. C'est là. Donc je confirme déjà l'excellente... Je regarde, là, ah oui. Je suis bien là. J'ai pas l'habitude, moi, autant que Joël, de... Non, mais vous pouvez... Ah oui, ça y est, voilà, ils arrivent. Je vais monter. Montez avec moi, Alexis. Voilà. Vous me voyez tous. Bon. Je confirme l'excellente qualité du dialogue social que nous avons au niveau de la branche. Donc, vous le vivez tous au sein des entreprises, je pense que vous en êtes témoins, mais au niveau de la branche, nous avons des partenaires sociaux alors qui sont nombreux, de différentes obédiences syndicales, mais avec la CFE-CGC, comme le disait votre président, c'est pas forcément conforme, mais c'est toujours constructif, toujours positif. Donc on a une très très bonne qualité d'échange, et ça, il faut qu'on conserve tout ceci avec de nombreux sujets qui sont d'avenir. Sur les branches, je confirme donc ce qu'on s'est dit. Donc nous aussi, nous sommes allés voir le ministère du Travail. On a probablement une possibilité de sortie par rapport à ce que proposait le gouvernement et le ministère. C'est qu'on va plutôt travailler sur la branche des EI avec la branche des PSB, producteurs salariés de base. Donc on devrait, l'orientation, a priori, pouvoir travailler sur cette orientation-là. Ah. Donc c'est a priori, c'est notre orientation. On va très bientôt vous proposer des dates de négociation. On devrait essayer de faire ça avant la fin de l'année, parce qu'il faut qu'on aille assez vite, par contre. D'accord. On a une pression du gouvernement pour, en effet, atteindre au niveau national cet objectif de 200 branches. Voilà, il y en a une qui va se fusionner avec une autre. Il y a une logique à tout ça, parce que ce sont des conventions qui sont proches, etc. Donc on a l'occasion de travailler sur ce sujet très très bientôt, avec votre aide, avec ceux de tous les syndicats de la branche. Donc on ne peut que s'en féliciter. Encore merci. Eh bien, en tout cas, merci Alexis, parce que on n'attendait peut-être pas autant, aussi rapidement. Et effectivement, nos pressions, on sait que ça avançait. Bon, on voit que de votre côté, ça c'est en train de se décanter favorablement. Bon, en tout cas, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que dans nos travaux que nous avons menés ces derniers jours, on n'était pas aussi optimiste que ça. Bon, ceci dit, ça va nous donner des responsabilités aussi. Hein. C'est vrai que ce n'est pas gagné. Il ne faut pas penser que si on arrive à éviter cet écueil, il est évident que derrière, il y aura forcément de toute façon des responsabilités à prendre. En tout cas, merci. Alors, je voulais continuer sur les conventions, mais je m'en arrête là parce que j'allais dire des choses qui étaient un petit peu funestes. On parlait de la chute en domino des autres conventions. Bon,
on arrête là. On reprendra le discours un petit peu plus tard. Alors, un autre point, on a parlé de la reconnaissance du parcours syndical. Alors, on ne va pas refaire les débats. Simplement, la reconnaissance du parcours syndical nécessite de part et d'autre un changement des mentalités, un changement de société, à condition aussi que nos patrons veuillent effectivement changer. On a eu le débat notamment entre le syndicalisme à l'allemande, le syndicalisme qui existe en France. On dit toujours qu'on est resté quelque part un peu dans la lutte des classes. Alors c'est peut-être vrai pour certaines centrales syndicales. Je ne pense pas que ce soit le cas pour la CFE-CGC. Mais côté aussi de nos représentants patronaux en général, c'est quelquefois aussi resté un petit peu comme ça. Donc je pense qu'il y a aussi du travail à faire pour permettre de changer les mentalités. Les ordonnances devraient pouvoir nous permettre ça. C'est un levier. En tout cas, nous y travaillons dans l'assurance pour permettre que les représentants soient reconnus. On a un dialogue de branche sur le sujet. On a un point, nous, mais ça c'est un travail aussi à faire dans les entreprises, c'est changer la mentalité de nos patrons opérationnels. Parce que si les DRH sont convaincus du bien fondé de reconnaître le parcours syndical, de mettre un peu plus en lumière nos représentants syndicaux, de les professionnaliser, ce n'est pas forcément le cas de nos patrons opérationnels, et notamment à la branche. Nous, CFE-CGC, nous avons demandé à ce qu'il y ait une sensibilisation qui soit faite auprès de tous les patrons opérationnels dans toutes les entreprises pour expliquer ce qu'est le fait syndical, comment ça fonctionne, qu'ils comprennent que quand un délégué n'est pas là, n'est pas à son poste de travail, c'est pas qu'il fait rien, c'est qu'il travaille aussi pour le bien de la collectivité dans l'entreprise. Et il y a un gros travail à faire pour changer les mentalités. Mais on a un écho favorable de ce côté-là. J'espère qu'on va pouvoir avancer dans les prochains mois sur ce sujet-là. Au niveau des ordonnances et de leur impact, on l'a dit, moins de délégués, plus professionnels. Notre inquiétude, évidemment, Magali l'a dit lors de sa synthèse hier, Magali Grogoja, lors de sa synthèse après le premier atelier, on a une crainte de voir nos représentants un petit peu asphyxiés, beaucoup trop pris dans leur mandat, parce que les ordonnances ont été faites quand même, je dirais, plus pour le bien du dialogue social pour les entreprises. Et on a quelque part un peu oublié, je pense, les représentants syndicaux, puisque quand on arrive à diviser par 2 le nombre de représentants, c'est quand même compliqué pour arriver à faire fonctionner le dialogue dans une entreprise. Alors, je ne suis pas inquiet au niveau du dialogue qui concerne le fonctionnement de l'entreprise, le CSE. Je pense que tout ça, ça va bien aller, ça va fonctionner. Où je suis plus inquiet, c'est pour le maillage du territoire et le vrai travail que vous faites, le travail silencieux que vous faites auprès de tous les salariés, tout le travail qui ne se voit pas et qui est hyper important, parce que si on ne répond pas à une question du vécu de tous les jours d'un salarié, après vous n'avez plus de crédit pour le reste. Donc c'est important de rester efficace aussi dans le travail de proximité que vous faites auprès des salariés. Et ça, à mon sens, ça manque un peu, surtout dans les grandes entreprises, puisque dans les entreprises de moins de 1000, il n'y a pas vraiment de sujet. Et c'est pour ça que nous, CFE-CGC, on a réfléchi à comment compenser ce manque-là, qui n'existe pas dans les lois Macron, puisqu'on a bien des élus au CSE, on a des représentants de proximité, mais on estime, au vu des premiers résultats qu'on a après les élections, qu'il manque tout un pan de personnes qui sont à la proximité des salariés et qu'on a appelé, nous, des correspondants de proximité. Donc, on a créé, et je souhaite qu'on crée, dans toutes les entreprises, un réseau de correspondants de proximité. On a fait l'affiche, d'ailleurs, ce sont des gens qui seront nommés par nous en interne dans les entreprises et qui auront pour rôle d'être les relais montants descendants pour les représentants de proximité. Pour exemple, à AXA, on dit on met un représentant de proximité et on lui met 4 correspondants de proximité pour vous donner un petit peu une indication un peu précise, qui seront des relais de communication, qui pourront participer à différentes commissions ad hoc ou de concertation, aux séminaires internes, aux assemblées générales, qui seront prioritaires pour les formations fédérales et confédérales. Voilà, des gens qui nous serviront aussi de vivier pour plus tard, parce qu'on a quand même besoin de recruter, de se renouveler. Et si on est trop peu et trop pris par notre travail, on n'a pas forcément le temps d'aller voir des jeunes pour les faire venir. Eh bien, les correspondants peuvent être un moyen pour cela, et aussi un moyen de recrutement, puisqu'on l'a testé quand on propose à des gens de venir en étant
je dirais, un sympathisant ou un adhérent plus, un correspondant de proximité, ça fonctionne assez bien. Donc ça, je souhaite qu'on le mette en place. On a créé une fiche, donc on l'enverra à toutes les sections d'entreprise avec mission de le faire. Et si possible, de le faire reconnaître auprès des entreprises. Voilà, pourquoi pas, puisque même là où les papes, où les négociations sont bouclées, il y a aussi des clauses de revoyure, et pourquoi pas y intégrer ces personnes qui nous seront utiles, qui seront des bénévoles plus, et même pourquoi pas leur donner 2-3 heures, si c'est possible. Bon, ce sera à voir dans les entreprises. Sur l'intelligence artificielle, bien, on a voyagé dans le ciel, dans les étoiles, avec Jacques Krine, avec Monsieur Tonini, Michel Tonini. Alors, simplement, entre crainte et opportunité, nous, puisque nous sommes optimistes, on a parlé de l'optimisme des représentants syndicaux, on choisit l'opportunité parce que c'est la démarche qui nous caractérise, nous, en tant que CFE-CGC, aller de l'avant, nous adapter, et demander aussi à nos entreprises d'être prévoyants. Je pense que ça a été le cas globalement dans l'assurance, peut-être plus que dans d'autres secteurs. Mais les évolutions, il faut aussi les faire avec notre concours, avec notre éclairage. Et on demande d'être beaucoup plus embarqué sur toute l'évolution de l'entreprise, à chaque fois que l'occasion se fait, pour que notre vision soit vue. C'est-à-dire qu'on participe vraiment, qu'on ne soit pas que sur le champ social, mais aussi qu'on participe à l'évolution de la transformation de l'entreprise, mais qu'on participe réellement et pas en façade. Alors, les élections professionnelles, enjeu phénoménal, puisqu'entre maintenant et 1 an, en gros, on y sera quasiment tous passés à 80%. Donc là, la CFE-CGC est passée de 14 à 19% dans la branche. Ça n'a pas été simple, ça a été un gros travail de tout le monde, mais vu ce qui se passe, vu la mobilisation dont vous faites preuve, moi je suis persuadé qu'on peut faire beaucoup mieux. Je sais que vous y travaillez, c'est un enjeu considérable, et moi j'espère que vous allez continuer à vous retrousser les manches pour nous permettre d'engranger des résultats. Alors, notre fédération progresse de façon ininterrompue depuis 8 ans. La loi d'août 2008, finalement, était plutôt un booster pour nous. Alors, ce n'est pas le seul fait de la Fédération Assurance, puisque c'est la même chose dans les autres fédérations et à la Confédération, où on observe une progression tant en termes de nombre d'adhérents que d'influence. C'est signe que le syndicalisme, il n'est pas forcément en panne en France, comme le disent certains médias. En tout cas, il n'est pas en panne à la CFE-CGC. Alors, un conseil au niveau des élections, n'hésitez pas à utiliser les moyens que nous avons, que nous mettons à votre disposition, puisque notre collègue Philippe Gasque de Comic Strip, hier, vous a présenté des bandes dessinées. Je vous assure que ça marche. Moi, je vous conseille de les utiliser. Ça vous aidera à gratter quelques points supplémentaires qui nous aideront dans nos résultats électoraux. Je voudrais terminer en disant que notre fédération est d'abord au service des sections d'entreprise. Je le répète, n'hésitez pas à nous solliciter. On est là pour vous aider lorsque vous avez quelques problèmes que ce soit au niveau juridique, au niveau de la communication, au niveau de toute aide que vous pourriez solliciter, que vous pourriez demander dans votre exercice quotidien. Je veux remercier particulièrement, à l'issue de ce congrès, tous les salariés bénévoles de la fédération qui ont travaillé sans compter pour réussir ce congrès, tout le staff, les présidents de syndicats, Ludovic Mallet qui s'est beaucoup investi, Naoël Kelaoui, Anis Bibloc, nos attachés fédérales, Laurence Payen du SNAPA, Daniel Marty, bénévole du SNIA, Francky Vincent, Magali Grogoja, Maurice Kochanec, Frédéric Poichet qui est intervenu avec brio, Alain Joly, Jacques Landoer, tous les membres du comité fédéral. Je n'oublie pas bien sûr Laurent Kella et Sabrina Roche qui nous ont aidés à concocter une présentation qui a été peaufinée et dont le résultat est quand même assez exceptionnel. Et je ne voudrais pas oublier non plus le très talentueux Emmanuel Laborde. Voilà, si tu peux venir. Ah, tu peux, parce qu'il a beaucoup travaillé, c'est un professionnel, un très grand professionnel. Il nous a beaucoup aidés. Alors, je voulais aussi remercier tous les partenaires qui nous ont accompagnés, tous les intervenants qui nous ont amené de la matière, qui nous ont permis de progresser sur des sujets sensibles de société.
Merci mes amis présidents des autres syndicats. Merci à Carole Couvert pour nous avoir donné des nouvelles du CESE. Merci à l'Argus qui est présent avec Nicolas Toué. Je ne sais pas où il est, Nicolas. Donc on verra, on parlera un petit peu de nous, je pense, dans l'Argus. Merci à toi, François, de nous avoir amené la parole de la Confédération. Je sais que tu aimes beaucoup rencontrer nos militants. Donc voilà, là tu es servi. Et in fine, merci à tous les participants de la salle. Vous avez pris de votre précieux temps. C'est grâce à vous que ce congrès est une réussite. Voilà, je compte sur vous tous. Rentrez bien. Et on va faire une grande photo. Merci. C'est beau. C'est vous les vedettes, c'est vous. Alors viennent sur la selle toutes les personnes que j'ai citées tout à l'heure et tout le comité fédéral. On va faire une grande photo avec Salomé. Donc les personnes que j'ai nommées, tout le comité fédéral. Avec Emmanuel, bien sûr. Ah, bien sûr. Ah bah oui. Évidemment. Alors, là, bon. Venez, on se met au milieu. Il en manque. Alors, tout le comité. Jacques. Ah oui, Jacques et Michel. Venez. Alors. Allez. Oui, comité. Olivier. Bon, allez, montez. Alexis. Il nous en manque quelques-uns encore. Dernier appel. Le SNCSA. Ah, on a le SNCSA. Le SNAPA, Jacques, il est là. Comité. Christophe. Puis on est sauvés, on a quelques femmes. Hein, voilà. Voilà. Allez, si vous voulez bien, regardez l'objectif. Salomé, elle est là. Oui. Ah, les personnes qui sont derrière, on ne voit pas. Je me cache devant. Les grands. Tiens, Nicolas, mets-toi devant. On se met comme les trucs de foot, au premier rang à genoux. Ah oui, oui. Et à ce moment, on se fait un premier rang à genoux. Allez, hop. Bravo. Les jeunes, un genou, les vieux derrière. Les vieux restent derrière. Voilà, c'est bien. Ça permettra à tout le monde d'être sur la photo. On y va. C'est bon. Merci à vous. Merci.